Bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Hop. Donc bonjour, je m'appelle Johan. Je suis ravi de vous accueillir pour cette petite conférence. Donc on va démarrer tout de suite. Donc on va faire une petite conférence sur le concours Sésame. On va faire un vrai focus dessus. Donc je me présente rapidement. Je suis Johan, le directeur de Prépa Campus et du club Accès Sésame. Jury d'admission à l'ESSEC, enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine. Et je suis accompagné d'un étudiant qui s'appelle Tom et qui est un étudiant de l'EM Lyon. Donc, Tom, il va être là pendant toute la conférence. Et ce que je vais vous demander, en fait, en termes d'organisation de la conférence, on va faire une petite demi-heure où je vais vous présenter le concours, je vais vous parler des écoles, je vais vous parler des alternatives au concours Sésame, je vais vous parler aussi des matières que vous allez avoir dans le concours et de comment vous pouvez vous préparer au concours. Pendant toute cette petite conférence, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Tom, il va prendre ça en note. Et ensuite, après ma petite demi-heure de présentation, on va faire une demi-heure de réponse à toutes vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions directement à moi ou alors à Tom aussi. Et en fait, pendant une demi-heure, on va répondre à toutes vos questions et on va essayer d'éclaircir tous les points qui sont un petit peu obscurs sur le concours Sésame, mais aussi sur les études de gestion en général, si vous avez des questions de manière plus large. Je vous propose qu'on commence directement. Donc, je vous informe juste, la réunion, elle est enregistrée. Je vous enverrai les slides de la réunion et le replay vidéo demain. Donc, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de prendre en screenshot toutes les slides que je vais mettre. Je vous les enverrai, vous aurez tout. Comme ça, bah, vous pourrez regarder et récupérer toutes les informations calmement demain à froid. Donc, on va démarrer. Donc, je vais commencer peut-être par vous faire une petite présentation du concours Sésame. Je tiens à vous dire qu'il y a eu des changements par rapport à l'année dernière. Donc, le premier changement, donc ce n'est pas le plus gros changement, c'est qu'il n'y a plus que 14 écoles et 17 programmes, mais 15 écoles et 18 programmes maintenant. Donc, il y a une école qui s'est rajoutée qui s'appelle l'ICN. Et vous allez voir donc c'est une école qui est à Toulouse, et vous allez voir que parmi les programmes de Sésame, il y a deux grands types de programmes, des BBA et des PGE. Donc, il y a 18 programmes parce que certaines écoles proposent un BBA et un PGE. Il y a certaines écoles qui proposent plusieurs programmes au sein de Sésame. Donc, je dis PGE, mais en fait, parmi les programmes en 5 ans, certains n'ont pas le label PGE qui est Programme Grande École, mais c'est des programmes qui s'appellent différemment, mais qui donnent aussi un grade de master. Donc, tous les programmes en 5 ans donnent un grade de master, alors que les BBA sont des programmes en 4 ans qui donnent un grade de licence. Une licence, on l'obtient au bout de 3 ans. Et du coup, la quatrième année, elle équivaut à ce qu'on appelle un Master 1. Mais le Master 1, ce n'est pas un diplôme qui est reconnu en France. Donc, si vous voulez obtenir un Master 2 après votre BBA, il faut compléter en faisant une cinquième année. Donc, vous pouvez faire cette cinquième année au sein d'une école de commerce ou au sein d'une université. Ce qu'il faut savoir, c'est que les programmes BBA, même s'ils sont plus courts, ils ne sont pas du tout forcément moins bien que les programmes grande école. Donc, le programme qui est considéré comme étant le meilleur programme du concours Sésame, c'est le BBA de l'ESSEC et c'est un programme en 4 ans. Maintenant, voilà, au concours Sésame, on retrouve des bons programmes en 4 ans, des bons programmes en 5 ans. Quand vous allez, euh, quand vous allez passer les concours, d'ailleurs, il va y avoir deux phases dans les concours. La phase des écrits, la phase des oraux. Et au moment où vous allez postuler, au moment où vous allez postuler, en fait, le concours Sésame va pouvoir récupérer votre dossier via Parcoursup. Donc, vous allez avoir une note de dossier, vous allez passer les épreuves écrites, vous aurez des notes aux différentes matières des épreuves écrites. Sachez que chaque école met des coefficients différents sur les différentes épreuves et sur le dossier. Donc, l'école qui prend la note de dossier le plus en compte, c'est l'EM Lyon. Et la note de dossier vaut pour un tiers de la note globale. Donc, on va avoir un tiers la note de dossier, deux tiers la note des épreuves écrites. Et suite à ça, vous avez une moyenne et les étudiants qui ont une note suffisante vont être admissibles aux épreuves orales. Certaines écoles vont donner, il me semble que c'est Kedge qui donne la plus petite propension à la note de dossier, et ça va être 5% de la note. Donc, ça va être quasiment insignifiant la note de dossier pour certaines écoles. Sachez que les écoles aussi qui mettent le plus de points sur la note de dossier, ce n'est pas nécessairement les meilleures, et ceux qui mettent moins de points, pas nécessairement les moins bonnes. Maintenant, l'EM Lyon et l'ESSEC
mettent voilà, une grosse partie sur la note de dossier. Donc, c'est un tiers de la note pour le M Lyon et un petit peu moins de 30% de la note pour l'ESSEC. Tous les programmes du concours Sésame sont des programmes qui sont très internationaux. Vous allez avoir la possibilité de faire des échanges à l'étranger, dans des facs étrangères. Vous allez faire minimum 6 mois à l'étranger. Parfois, vous pouvez faire vraiment plus. Et certaines écoles ont des campus à l'étranger. Et donc, vous avez la possibilité de rester quand même pas mal d'années en fait, à l'étranger, voire de commencer vos études à l'étranger sur les campus internationaux. Les formations, elles sont aussi assez professionnalisantes avec des stages, la possibilité de faire des stages et des alternances. Et l'alternance, ça peut être vraiment intéressante pour les étudiants parce que le coût d'une année en école de commerce, c'est entre 10 et 15 000 euros. Donc, votre formation, elle va être assez chère. Et l'alternance, en fait, elle va vous permettre de ne pas payer certaines années de formation. Donc, je peux vous prendre un exemple personnel. Quand j'étais étudiant, j'avais fait moi le programme Grande École à l'ESSEC et j'étais en alternance chez Hewlett-Packard Enterprise à l'époque. Et pendant mon alternance donc de 2 ans, il y avait des étudiants du BBA de l'ESSEC qui étaient en alternance pour des postes similaires au mien. On était d'ailleurs payé la même chose. Et on avait donc, du coup, pendant ces 2 ans, nos frais de scolarité qui étaient payés. Donc, c'était à peu près 15 000 euros par an qui nous avaient été remboursés, qu'on avait déjà payé, qui nous avaient été remboursés. Et on faisait 6 mois en entreprise, 6 mois en cours, 6 mois en entreprise, 6 mois en cours. Donc, ça durait 2 ans. Et pendant les 24 mois, on était payé les mois où on était en entreprise et les mois où on était en cours. Et donc, du coup, on gagnait à l'époque 1 600 euros par mois. Et donc, du coup, on était payé sur 12 mois 1 600 euros par mois, plus les 15 000 euros de la formation qui nous étaient remboursés. Donc, d'un point de vue financier, l'alternance peut être très intéressante. Et l'alternance est liée à la région. Donc, en général, vous pouvez faire 2 ans d'alternance, peut-être 3 ans pour un programme en 5 ans. Parfois, c'est juste 1 an selon l'endroit où vous allez être. Mais ça évolue d'une année sur l'autre. Donc voilà. Mais en général, c'est 2 ans d'alternance que vous pouvez faire. Donc voilà, ça c'est pour les informations globales sur le programme Sésame. Et on va enchaîner avec des petites infos pour que vous puissiez situer le concours Sésame par rapport aux autres formations de management. Donc, je sais que certains d'entre vous ont déjà participé à une réunion que j'ai organisée la semaine dernière. Ils ont certainement vu ce tableau. Mais je le remets parce que ce tableau est vraiment intéressant et il vous permet vraiment de comparer un petit peu les différentes formations entre elles. Donc, le concours Sésame vous permet de rentrer dans des écoles post-bac. Les écoles post-bac, si vous regardez les difficultés de la formation, bon, c'est assez subjectif, hein, on voit de 1 à 4. En fait, il y a des écoles post-bac qui sont vraiment pas top et il y en a d'autres qui sont très très bonnes. Donc, il y en a qui ne sont pas du tout sélectives, il y en a qui sont vraiment très très bonnes. Quasiment toutes les meilleures écoles de commerce, je dirais même toutes les meilleures écoles de commerce sauf une, post-bac, sont accessibles via concours uniquement, via le concours Accès et via le concours Sésame. Donc, c'est les deux grands concours, Accès Sésame. Aujourd'hui, on se concentre sur Sésame. Le deuxième concours très important qu'il ne faut pas négliger, c'est le concours Access. La seule école qui n'est pas dans ces concours, c'est le BBA de l'EDEC. Et pour postuler au BBA de l'EDEC, c'est juste un dossier à remplir et un oral à passer. Donc, quand vous passez le concours Sésame, c'est intéressant aussi de postuler au BBA de l'EDEC parce que même s'il est assez sélectif, ça ne vous demande aucun travail supplémentaire, sachant que les entretiens que vous avez au BBA de l'EDEC sont exactement au même format, sur le même format que les entretiens que vous allez passer dans les écoles de Sésame. Donc, c'est juste une ligne à rajouter en plus sur Parcoursup, mais ça peut vraiment valoir le coup. Toutes les formations que vous avez dans Sésame ou avec le concours accès, ou en général d'ailleurs dans les écoles de commerce post-bac, ou dans les écoles de commerce même post-prépa, vous allez avoir des formations qui sont très internationales avec de nombreux stages à l'étranger. Et à chaque fois, c'est des écoles privées, donc ça va être payant. OK? Du coup, vous pouvez vous demander, c'est quoi l'intérêt de faire une classe préparatoire? Quand on fait une classe préparatoire, en fait, on va avoir accès à des écoles qu'on ne peut pas toucher en post-bac. Et notamment les meilleures écoles de commerce de France, qui sont HEC, l'ESSEC, l'ESCP et peut-être un petit peu derrière aussi l'EM Lyon. Ces 4 écoles, elles sont meilleures que les meilleures écoles de commerce post-bac. Ensuite, il peut y avoir débat à partir, je dirais, de la 5-6e, où on va avoir le BBA de l'ESSEC et l'IESSEC qui sont d'un excellent niveau aussi. Mais dans les classements, on peut noter qu'il y a quand même un écart entre ces 4 meilleures écoles. C'est peut-être les 3 premières surtout, et peut-être on peut rajouter le Lyon et les écoles post-bac. Donc, si vous visez une des meilleures écoles de France, donc une des 3 ou 4 meilleures écoles, ça peut valoir le coup de faire une classe préparatoire.
Et donc, dans ce cas-là, la classe préparatoire, c'est 2 ans de classe préparatoire ou 3 ans si vous redoublez. Et ensuite, vous faites en général 4 ans en école. Ça vous donne un grade de master et ça va vous permettre du coup d'accéder à- à beaucoup d'écoles de commerce. Juste, la seule petite problématique qu'on a quand on fait une classe préparatoire, c'est qu'on fait 2 ou 3 ans de classe prépa pour ne pas et à la fin, on ne sait pas dans quelle école on va atterrir. Donc, si on atterrit dans le top 3, top 4, ça vaut vraiment le coup. Donc, ça veut dire si on a un excellent élève ou qu'on a vraiment, comment dire, on est vraiment focus sur une école en particulier, ça vaut le coup de passer par la classe préparatoire. Si on veut assurer le coup, bah, peut-être qu'une école post-bac, une très bonne école post-bac, en fait, ça vous garantit le fait d'avoir un très bon diplôme à la fin. Je tiens à préciser aussi qu'on voit dans les durées de parcours des écoles post-bac, ça peut être des parcours de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Un parcours en 3 ans, ça s'appelle un bachelor, c'est une licence, en gros, c'est une licence. Un parcours en 4 ans, c'est un BBA, c'est une licence avec, ça donne une licence, et il y a une année en plus de Master 1, mais qu'il faut valider avec un Master 2 si on veut avoir vraiment le diplôme du Master 2, enfin la certification Master 2. Et il y a des programmes en 5 ans, ça donne donc un grade de Master 2. Donc, ces formations en école de commerce, elles sont en concurrence avec l'université, les BUT et les BTS. Je dirais que le plus gros concurrent, ça reste l'université. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une école de commerce, on sait le diplôme qu'on va avoir, c'est le diplôme de l'école à la fin. On va pouvoir se spécialiser au sein de l'école, mais il n'y a pas vraiment de grosse différence entre les étudiants de l'école. À l'université, c'est différent. En fait, quand vous rentrez à l'université, on va dire que selon le parcours que vous allez faire dans votre université, ça sera plus ou moins prestigieux. Je dirais qu'à part Dauphine, peut-être, ou quoi qu'il arrive, vous avez le diplôme de Dauphine, qui est un diplôme qui est très reconnu, quel que soit le master que vous faites, mais quand même, si vous faites une bonne université, comme l'université d'Aix-en-Provence, de Bordeaux, ou d'autres, ou Assas ou la Sorbonne, c'est souvent les exemples que je prends, en fait, si vous êtes bon dans votre université, vous allez pouvoir faire un parcours qui est assez élitiste, qui va vous ouvrir plus de portes, qui va vous permettre de rentrer dans des meilleurs masters et d'avoir vraiment voire même avoir des doubles diplômes très intéressants. Si vous êtes un peu dans le ventre mou de votre université, vous allez avoir moins de possibilités. Parfois, vous n'aurez même pas la possibilité de continuer en master directement. Et en fait, vous irez vers un diplôme qui sera un peu moins prestigieux. Mais donc, du coup, en fait, quand vous rentrez à l'université, c'est votre travail et votre dévouement qui va vous permettre, en fait, va être récompensé. Va être récompensé. Et donc, être dans une bonne université, ça aide à avoir accès aux meilleurs diplômes, sachant que quand on est voilà, dans une université qui est moins bonne, bah, ça va être plus compliqué d'aller vers quelque chose de prestigieux, même si ce n'est pas impossible. Mais ça va être encore plus dur. Et vous avez du coup aussi des formations en 3 ans, les BUT. Les BUT, ils ne sont pas du tout internationaux. Et ça donne du coup un grade de licence. Et vous avez la possibilité, si vous êtes bon en BUT, de continuer en faisant des admissions sur titre pour entrer en école de commerce ou en essayant de faire un master à l'université. Le BTS aussi, vous pouvez continuer après un BTS en 2 ans, mais c'est beaucoup plus compliqué et les portes sont. Je dirais qu'il y a moins de possibilités. Mais encore une fois, il y a toujours moyen de se raccrocher aux branches et de continuer si on en envie. Donc voilà, c'est un peu les différents types de formations. À l'université, par rapport aux écoles, on va avoir aussi moins international en général et moins de stages, mais vous avez la possibilité à l'université, entre le Master 1 et le Master 2, de faire une césure pour ajouter une année d'expérience professionnelle. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les alternatives qui s'offrent à vous. Et comme je vous disais, les meilleures écoles des concours post-bac, on les retrouve dans Sésame et dans Access. Et donc, ça aussi, cette slide, vous l'avez déjà vu si vous êtes venu à la conférence que j'ai faite la semaine dernière. C'était sur Access et Sésame à l'époque. Enfin, la semaine dernière, du coup. À l'époque, que ça remonte loin. Ça remonte pas si loin que ça. Du coup, en fait, là, il y a 2 classements. Des classements des programmes grande école, des programmes en 5 ans post-bac, et le classement des BBA, donc des programmes en 4 ans. Tous les meilleurs BBA, donc si je prends le classement du bas, tous les meilleurs BBA sont dans le concours Sésame. Ça, c'est un classement qui a été publié par l'étudiant l'année dernière. On peut le contester. En réalité, ils ont mis par exemple Excelia en 4e position. On aurait pu mettre Kedge, on aurait pu mettre Schema, qui sont aussi au programme, au concours, enfin dans le concours Sésame. Moi, je pense qu'ils auraient pu mettre aussi l'EDEC, du coup, qui n'est pas dans le concours Sésame et qui, pour moi, est mieux que le bachelor le BBA, pardon, d'Excelia. C'est un BBA qui est super intéressant, celui de l'EDEC. Pas négligé, il a un très bon niveau et les étudiants qui rentrent sont d'un bon niveau. Il laisse passer beaucoup de gens aux euros pour le BBA de l'EDEC, mais après, il y a un très gros écrémage qui est fait.
Pour les programmes grande école, si vous êtes plus intéressé par un programme en 5 ans, c'est intéressant aussi de faire le concours Access, le concours Accès ou Access, ça dépend comment vous le dites, parce qu'il y a l'IESEC qui est la meilleure école en 5 ans en post-bac, et il y a l'ESCA qui est au niveau de l'EM Normandie. Donc là, dans le classement, ça c'est un classement du Parisien, l'EM Normandie est devant l'ESCA, mais en réalité, il y a beaucoup de classements où l'ESCA est aussi devant l'EM Normandie. C'est d'un niveau assez similaire. Donc le concours Accès est aussi très intéressant. Mais si vous avez arrêté les maths en première, ou en terminale d'ailleurs, c'est assez compliqué de passer le concours accès alors que ça ne pénalise pas pour le concours Sésame. Ce n'est pas impossible, mais c'est du travail supplémentaire. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Quand on a arrêté les maths, si on veut pouvoir se concentrer sur ses études et sur, le concours, et sur un concours en particulier, il vaut mieux choisir Sésame. Et c'est pour ça qu'en fait, en général, les étudiants ils préparent accès et Sésame, sauf quand ils ont arrêté les maths, et là, ils se concentrent sur le concours Sésame. De plus, il y a plus d'écoles au concours Sésame, donc il y a plus de places, et donc ça attire un petit peu plus de candidats. Mais pas beaucoup, beaucoup plus. Je dirais que s'il y a 10 000 candidats pour Sésame, il y en a à peu près 7 000 pour accès. Je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais c'est à peu près les ordres de grandeur. Voilà. Donc là, on est vraiment sur les concours. Et donc, on va se concentrer maintenant sur les épreuves du concours Sésame. Et en fait, ça vient de tomber. Donc, c'est tombé en fin de semaine dernière. En fait, le concours Sésame a changé. Euh, Avant, on avait, donc en 2023, les enjeux contemporains, l'épreuve raisonnement et compétences qui était l'épreuve phare avec la logique générale, les aptitudes numériques et les aptitudes verbales qui donnaient lieu à 3 notes, les langues et l'analyse documentaire. Aujourd'hui, ils ont séparé ça en 3 volets, comprendre, communiquer, analyser. Avec dans comprendre, ils ont mis des enjeux contemporains. Et après, ils ont mis mathématiques, compétences digitales, communiquer français, LVA, LVB, analyser, analyse documentaire. Alors, les enjeux contemporains, c'est resté, ça n'a pas bougé. La partie aptitude numérique, ils ont renommé ça mathématiques. C'est exactement le même programme que l'année dernière. Sauf qu'avant, il y avait 15 questions à faire en 30 minutes. Maintenant, il va y avoir 20 questions à faire en 40 minutes. Donc, c'est la même chose avec un petit peu plus de questions. Les aptitudes verbales, c'est le même programme que la partie français. Il y aura juste un petit peu plus, enfin, il y aura juste plus de questions. On passe de 15 questions en 15 minutes à 40 questions en 30 minutes. Donc, il y a plus de questions. En termes de coefficients, ce n'est pas beaucoup plus élevé qu'avant, par contre. Et l'autre différence, c'est que je pense qu'il y aura plus de place pour la culture littéraire dans la partie français par rapport aux aptitudes verbales. Avant, il y a quelques années, il y avait pas mal de questions de culture littéraire. Ils ont enlevé ça au cours du temps. Et là, ils l'ont vraiment bien remis au programme de français. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment prendre en compte cette année, plus que les autres années. La LVA, ça n'a pas bougé. Avant, c'était 35 questions en 30 minutes. C'est passé à 40 questions en 30 minutes. Ça ne change pas grand-chose. Pareil pour la LVB. Donc, la LVB, c'est la deuxième langue que vous avez. Ce n'est pas des très gros coefficients en général. Et vous avez le choix parmi 10 langues. Donc, si vous avez une langue maternelle qui est autre que le français, vous pouvez faire en sorte que votre LVB devienne votre LVA. Et donc, du coup, votre LVB deviendra l'anglais. Donc, en gros, si vous voulez votre LV1, vous pouvez la changer et passer l'anglais en LV2. C'est possible. Ça demande une petite dérogation à faire, mais c'est très simple. Ça se fait en ligne et ça se fera au moment des inscriptions. L'analyse documentaire, ça n'a pas bougé. Et la logique générale, ça a été enlevé. Donc, je l'ai barré. Et ils ont rajouté les compétences digitales. OK? Donc, les compétences digitales, c'est une nouvelle matière. On n'a pas encore énormément d'informations dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va être assez lié. Quand je regarde le programme, ça ressemble au programme de la formation PIX que les étudiants ont suivi en 3e ou en terminale. Il y a plusieurs niveaux sur cette formation. Et donc, il va falloir être capable d'être assez bon dans ce domaine-là. Et donc, du coup, les cours qu'on va faire en logique générale, moi je parle pour la prépa, ils vont être remplacés par des cours de compétences digitales. Et donc, en fait, la partie raisonnement, on va la travailler comme avant avec les aptitudes numériques, les aptitudes verbales, qu'on va appeler mathématiques et français. Et on va remplacer les cours qui étaient sur la logique générale par des cours de compétences digitales. Et donc, c'est moi le prof de cette matière-là. Donc, c'est moi qui vais vraiment travailler avec les étudiants sur les mathématiques, le français et les compétences digitales. Si vous avez des questions dessus, après, on pourra en discuter. On aura plus d'informations, vraiment le programme détaillé, début octobre. Mais on a quand même un bon aperçu de ce que ça va être. Donc, du coup, si je résume les épreuves d'admissibilité, vous avez les compétences digitales, les mathématiques, le français. Vous avez les langues, LVA, LVB, l'analyse documentaire, les enjeux contemporains. Après les épreuves d'admissibilité, donc les épreuves écrites, il va y avoir les épreuves orales.
En général, une fois que vous avez passé vos épreuves écrites, c'est là où il faut se concentrer sur la préparation de l'entretien. Vous avez une dizaine de jours entre les épreuves écrites et le début des entretiens. Et les entretiens, ils s'étalent sur à peu près 3 semaines. En une dizaine de jours, on a le temps de préparer un étudiant aux épreuves orales. Et quand on fait la préparation aux épreuves orales, on a 100% de réussite aux oraux avec Prépa Campus depuis plusieurs années. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur les épreuves orales, il faut vraiment se concentrer sur les épreuves écrites. Et après, on fait les épreuves orales. OK? Donc voilà, le vrai focus, en fait, c'est réussir à être admissible à l'oral. Et après, normalement, on a un écrémage avec 50% des étudiants qui passent, qui sont admis, et 50 qui ne le sont, 50% qui ne sont pas admis. Mais nous, on arrive à 100%, donc pas de stress sur ça. Donc, je vais vous montrer des questions types pour que vous ayez une idée de ce à quoi va ressembler le concours. Donc, j'ai mis raisonnement et compétences. En fait, j'aurais dû renommer ça raisonnement aujourd'hui. Donc, dans raisonnement, je vous ai dit, je mets maintenant les compétences digitales, les mathématiques, le français. Donc, j'ai fait ça pour simplifier la nomenclature des matières, parce que vous allez voir dans les préparations, on va préparer ces 3 matières ensemble. Donc, un exemple de question de compétences digitales, ça pourrait être quelle est l'empreinte carbone mondiale des data centers en pourcentage des émissions de gaz à effet de serre? 0,02%, 0,2%, 2%, 20%. Donc, la bonne réponse pour cette question, petit suspense, je vous laisse réfléchir, c'est 2%. Ça veut dire qu'en fait, le stockage de nos données, ça a un impact en termes d'empreinte carbone similaire à l'aviation mondiale. Donc, en gros, l'aviation, c'est à peu près 2% des émissions de gaz à effet de serre. Les data centers, c'est pareil. OK. Le stockage des données, aujourd'hui, il est exponentiel et donc, du coup, ce pourcentage va être amené à augmenter dans le temps. Donc, ça va être important d'être économe en termes de stockage de data. Et donc, c'est pour ça que il y aura sûrement d'ailleurs dans le futur des lois qui vont être mises en place. Et en fait, ça reste un vrai enjeu environnemental. Donc, c'est vraiment typiquement le type de question que vous pouvez avoir. En mathématiques, allez, j'aime bien, c'est ma matière, donc j'aime bien prendre des petits exemples. L'embouteillage le plus long de France a duré 21 h 16 minutes et 31 secondes, soit l'équivalent de, il faut donner le nombre de secondes. Vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à un exercice de première ou de terminale, mais ça ne fait pas appel non plus à des connaissances qui vont au-delà de la seconde. Ça, c'est vraiment le programme de Sésame. Ça ressemble vraiment à ça. Et comme c'est ma matière, je peux vous donner un petit tips pour réussir à faire cette question en 2 minutes, parce que vous avez 2 minutes. En fait, il y a plusieurs techniques qui peuvent vous permettre de trouver la réponse assez facilement. Donc, il y a 3 possibilités. Soit vous faites le calcul, donc vous calculez 21 heures, ça fait combien de secondes, 16 minutes, ça fait combien de secondes, et après vous rajoutez 31. Ça va être long, et ça va être, mais ça va marcher, mais ça va être long. Une technique un peu plus maligne déjà, c'est de faire une approximation. Se dire, OK, 1 heure, dans 1 minute, il y a 60 secondes, dans 1 heure, il y a 60 minutes, donc il y a 3600 secondes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Du coup, dans 2 heures, il y a 2 fois 3600 secondes, il y a 7200 secondes. Dans 20 heures, il y a 72 000 secondes. Donc, dans 21 heures, il y aura un peu plus que 72 000 secondes. Donc, ça ne peut pas être ni la réponse A ni la réponse B. Donc, ça va être la réponse C ou D. Et ensuite, à chaque fois qu'on va rajouter des heures, on va rajouter 3600 secondes. Donc, le chiffre des unités, ça sera toujours un 0. Quand on va rajouter 16 minutes, on va rajouter 60 secondes pour chaque minute. Donc, les unités, ça ne va toujours pas bouger. À la fin, ça finira toujours par un 0, le nombre de secondes. Et quand on va ajouter 30 secondes, ça finira toujours par un 0. Et quand on va ajouter la dernière seconde, à la fin, on aura un 1. Donc notre réponse, elle doit finir par un 1. Elle doit être supérieure à 72 000 et finir par un 1. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. Et donc du coup, ces 2 petites techniques que je vous ai expliquées, c'est de faire une approximation. Et la deuxième technique s'appelle la technique de l'unité. Si vous cumulez ces 2 techniques-là, en fait, vous pouvez répondre à cette question en moins d'une minute. Moi, j'arrive à le faire en 20 secondes avec ces 2 techniques. Et donc, du coup, avoir des bonnes notions de calcul mental, il y a des techniques de calcul mental qui existent, ça va vous être utile pour le concours. Et avoir ce type d'astuces-là, ça peut vous aider. Les questions, elles sont très variées. Il y a un programme qui est assez large, mais en fait, tout s'étudie et on arrive du coup à vraiment vite progresser et on peut vraiment devenir bon sur l'épreuve de mathématiques, même si à la base, ce n'était pas notre épreuve forte, notre matière forte, pardon, quand on était au lycée. Et là, la dernière question, c'est une question de français. On vous demande parmi les 4 phrases suivantes laquelle est bien orthographiée. Et donc, par exemple, la première réponse, les meubles qu'il a construits sont de bonne facture, c'est une question, il y a un problème en fait dans l'accord avec l'auxiliaire à avoir. Construit, ça doit prendre un S parce qu'il a construit quoi? Les meubles, le COD et avant le sujet, donc du coup, avant l'auxiliaire, donc du coup, on doit accorder construit. Il a reçu un appel de la police. Ce n'est pas le verbe appeler, c'est un appel, donc il n'y a pas deux LE, donc il y a une faute d'orthographe. Elle touche des émoluments scandaleuses.
émolument, ça veut dire rémunération pour les étudiants qui ne le savent pas. Donc, ça veut dire, enfin, c'est un salaire, quoi. Et donc, c'est un mot qui est masculin, donc scandaleuse, c'est une erreur. Et donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Et ce qui est un petit peu compliqué, c'est l'accord du quoi, c'est le quoi qu'il et le quelque. Si on les écrit en un mot, en deux mots, ça, c'est les règles qu'il faut connaître. Ça, c'est plein de règles de base en fait, qu'il faut connaître pour répondre aux questions de français. Et ça aussi, on les travaille, bien évidemment. Donc, il y a aussi des questions de langue, des questions d'enjeux contemporains. Les questions d'enjeux contemporains, ça va vraiment être l'actualité des 10 derniers mois avant le concours. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit être tout le temps mis à jour. Et donc, c'est pour ça que ça va être assez difficile pour vous de vous entraîner avec les livres que vous pouvez avoir, parce que ce ne sera jamais à jour sur cette partie-là. Donc là, ils partent, par exemple, là, c'est une question de l'année dernière. On part sur un événement qui s'est passé en 2022. On demande qui était Shinzo Abe, qui était c'était un ancien Premier ministre japonais, le Premier ministre de 2012 à 2020. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des types de questions qu'on peut avoir. Et enfin, sur la dernière matière, je suis désolé, je passe un peu vite parce que le but, c'était juste de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, pour l'analyse documentaire, il y a trois types de questions. Des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Là, vous voyez, on a vraiment un exemple de texte avec une illustration. Des documents, vous avez une quinzaine, entre 15 et 20 à peu près sur, euh, sur, euh, sur l'épreuve, pardon. Et ça va faire à peu près une vingtaine de pages. Voilà. Donc ça, c'est une annale qui a 2-3 ans. Il y avait 24 pages. Et donc, les questions de repérage, c'est des questions où vous allez trouver la réponse directement dans les textes. Les questions d'analyse, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses et ça peut mobiliser plusieurs textes. Les questions de synthèse, ça va vraiment reprendre des informations générales sur… Enfin, il y a une synthèse qui va être rédigée avec des trous. Il faut choisir le plan, il faut choisir le bon titre au parti, faut bien remplir les trous. C'est une épreuve qui est assez technique où la vitesse est hyper importante. On a à peine le temps de lire les textes en entier. En tout cas, on n'a pas le temps de les lire deux fois, malheureusement. Et en fait, c'est une vraie épreuve de vitesse qui demande beaucoup de méthodologie, mais où on peut être vraiment bon une fois qu'on a les bons réflexes. Et donc, je vous ai donné un type de question d'analyse. Et en fait, là, quand on regarde le titre des documents, on peut se douter qu'il va y avoir une partie de la réponse dans ce texte-là. Mais en fait, il se trouve qu'il y a aussi la réponse qu'on va pouvoir trouver des parties de réponse dans d'autres textes. OK. Et donc, du coup, ensuite, vous pouvez choisir les bonnes réponses en fonction de ce que vous avez trouvé. Donc ça, c'était pour la partie analyse documentaire. Du coup, voilà, je vous ai fait un petit tour des différentes matières. Donc, je vous ai dit, il y a les langues, il y a la partie raisonnement avec les mathématiques, le français, les compétences digitales. Il y a la partie enjeux contemporains, c'est des actualités, un petit peu, ça ressemble un petit peu à de la culture générale, mais c'est surtout des actualités en réalité. Et il y a la partie analyse documentaire, qui s'appelait synthèse de documents avant, qu'on appelle analyse documentaire aujourd'hui. Donc, du coup, pour vous entraîner tout seul au concours, qu'est-ce que je vous recommande? La première chose, c'est à partir du 3 octobre, en tout cas à minima quand vous ferez votre inscription, vous pourrez télécharger l'application Concours Sésame 2023. Donc, pour la télécharger, ça va vous coûter 100 euros. Mais le jour où vous ferez votre inscription, les frais de scolarité pour s'inscrire au concours Sésame, c'est 295 euros quand on n'est pas boursier. Il y a 50% de réduction quand on est boursier. Vous pourrez déduire les 100 euros que vous avez payés pour l'achat de l'application. Donc au final, elle vous reviendra gratuitement, l'application Concours Sésame. Il y a pas mal d'exercices pour s'entraîner. C'est une bonne base. Il n'y a pas suffisamment, malheureusement, pour que ce soit un entraînement vraiment poussé. Mais en tout cas, c'est intéressant et ça vous donnera accès aussi aux annales des années précédentes. Donc, c'est un bon début et je pense que c'est intéressant d'utiliser l'application. Il y a aussi des livres pour vous entraîner. Donc, j'ai mis livre sans S, mais en fait, il y a des livres avec un S. Celui que je préfère, c'est le Grand Manuel du concours Sésame. Maintenant, je peux vous le dire, les livres, ils ne sont pas mis à jour très souvent. Et du coup, vous aurez assez peu de choses sur la partie compétences digitales. Je ne sais même pas s'il y aura vraiment quelque chose sur la partie compétences digitales dans le nouveau format du Grand Manuel du concours Sésame. Et s'il y a quelque chose, ils le sortiront plus tard. Donc là, pour le moment, vous ne l'aurez pas, en tout cas, c'est sûr. Ensuite, j'ai pu voir que d'ailleurs, les prépas n'ont pas mis à jour, enfin, nous, on l'a fait du coup, mais les prépas n'ont pas mis à jour leur programme. Et dans aucune des prépas, j'ai vu pour le moment qui parlait de la partie compétences digitales. Ils sont toujours restés sur la logique générale. En même temps, le changement vient d'être opéré, donc il faut que les prépas s'en rendent compte, qu'il y a une différence qui va avoir lieu. Et donc, du coup, bah, les livres, ils seront mis à jour une fois, enfin, une fois que cette différence
sera bien repéré. Et après, le temps de créer le contenu et le temps de publier le livre, ça risque de mettre du temps. Donc là, vous risquez d'avoir un petit trou sur cette matière-là. Mais ça peut être quand même utile d'avoir un livre parce que ça, il y a quand même des entraînements qui peuvent être intéressants et parfois il y a des petites parties courtes qui peuvent être utiles, notamment sur la partie mathématique, ça peut vous aider. Je vous conseille aussi de suivre quelques comptes Instagram quand vous êtes étudiant. BBC Learning English, j'en ai déjà parlé dans d'autres conférences, mais BBC Learning English, ça va vraiment vous aider pour l'anglais, je pense, parce que ça va vous apprendre des règles de grammaire qui tombent le jour J. Pour suivre les actualités, donc pour les enjeux contemporains, Hugo Décrypte, c'est top parce que vous allez avoir des récaps quotidiens, quasiment, je pense, avec Hugo Décrypte de l'actualité. Donc bien condensé, mais vous allez avoir toutes les informations importantes. Avec Prépa Campus, on fait aussi des revues d'actualité toutes les semaines. Donc on va recommencer à faire ça très bientôt. Et sinon, pour vous entraîner sur des questions des exercices de raisonnement, vous avez Prépa Campus où il y a plein d'exercices qui sont en ligne sur notre Insta déjà. On va en rajouter au fil de l'année. Et Ed Academy, c'est une chaîne YouTube aussi avec un compte Insta qui je trouve est assez intéressante parce qu'il vous propose des petites techniques qui peuvent être vraiment utiles et qui sont vraiment cool. Et moi, j'aime bien cette chaîne-là. Donc voilà, moi, je vous recommande de la suivre et ça peut vous aider. Et ensuite, il y a du contenu réservé aussi aux étudiants de la prépa, de Prépa Campus et du Club Accès Sésame. Et nous, en fait, on vous fournit toute une masse d'exercices à la demande. On a aussi du contenu qu'on a créé pour les étudiants. On a des cours en anglais, des fiches de révision pour les enjeux contemporains qu'on met à jour tous les ans, et des sujets de synthèse, des sujets qui sont officiels et des sujets aussi qui ont été créés par les profs de la prépa avec des corrections. Et donc, ça vous permet vraiment de vous entraîner. Et donc, du coup, je vais finir cette petite partie sur nos préparations. Donc, on a deux offres, en fait, pour les étudiants. Donc, la première offre, c'est l'offre de Prépa Campus. C'est notre offre classique, notre offre historique, où en fait, vous pouvez choisir les matières que vous préparez avec nous selon vos besoins. Donc, c'est vraiment modulaire. Et donc, vous pouvez faire des stages intensifs d'anglais, d'analyse documentaire et de raisonnement. Donc, raisonnement, c'est mathématiques, français, compétences digitales. Et donc, on fait les trois ensemble. Et vous pouvez aussi vous inscrire à des cours hebdomadaires d'enjeux contemporains. Donc ça, on fait que l'enjeu contemporain que sous la forme de cours hebdomadaires à partir du mois de janvier parce qu'on attend que les actualités elles passent. Et des cours de raisonnement. Les cours de raisonnement hebdomadaires, c'est moi qui vais les donner. Donc je serai le prof tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis pour le concours Sésame, mais aussi pour le concours Access. Donc en gros, tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, il y aura 1 heure pour Sésame, 1 heure pour Access. Donc, si vous faites que le concours Sésame, vous aurez accès qu'au cours de Sésame. Si vous faites les deux, vous aurez accès aux deux types de cours. Si vous faites les cours hebdomadaires de raisonnement, honnêtement, je ne pense pas que vous aurez besoin de faire le stage intensif de raisonnement. Maintenant, si vous voyez que vous avez des difficultés et que vous voulez travailler sur certains points en particulier, les stages de raisonnement, c'est à 2 élèves par cours. Et donc, du coup, vous pouvez travailler sur ces points en particulier, et donc il n'y a aucun souci. Donc, en fait, ça peut être complémentaire, mais normalement, vous ne devrez pas en avoir besoin. Mais voilà, c'est pour information. Tous les cours de raisonnement hebdomadaire et tous les cours d'ailleurs d'enjeux contemporains, ils sont enregistrés. Donc, si vous ratez un cours, vous pourrez les voir en replay. Vous aurez accès à tous les replays. Vous n'avez pas besoin de vous connecter tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis si vous inscrivez. Parce que le lundi, on fait tout le programme. Le mercredi, on fait tout le programme. Le vendredi, on fait tout le programme. Donc, il suffit que vous veniez tous les lundis et vous ferez tout le programme. Maintenant, les mercredis et vendredis, quand on fera les cours qui sont liés au sujet qu'on aura fait avant, en gros, ce sera toujours avec des exercices différents. Donc, pour vous entraîner, si par exemple, on a fait, je ne sais pas moi, la partie géométrie le lundi, vous pouvez peut-être assister à un autre cours de géométrie un mercredi ou un vendredi et vous aurez d'autres exercices et d'autres exemples pour vous entraîner. Ou vous pourrez tout simplement prendre les fiches d'exercices et regarder le replay pour la correction. Et donc, ça, c'est notre offre de base. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, enfin, ce qu'on s'est rendu compte en fait au fil des années, c'est que il y avait beaucoup d'étudiants qui prenaient tout. Et donc, en fait, on a décidé de faire une offre qui est vraiment limitée à 30 étudiants. Il ne reste plus que 10 places pour Sésame et 13 places pour Access, d'ailleurs, parce qu'on a ouvert les inscriptions lundi dernier. Enfin, lundi, il y a lundi, la semaine dernière, ouais, la semaine dernière. Et donc, du coup, il reste 10 places pour Access, 10 places pour Sésame. On fait une offre qui inclut toutes les matières, donc qui est plus économique que si vous passez avec une offre, avec une offre par module. Mais donc là, il y a tout dedans. Ça va être collectif, les stages, contrairement aux stages de prépa campus où il n'y a que 2-3 étudiants par cours. Là, vous serez plutôt 8 à peu près, parce que sur une promo de 30 étudiants, il y aura 4 créneaux qui seront proposés, donc en moyenne 8 étudiants par cours. Et vous aurez accès aux cours d'enjeux contemporains, aux cours de raisonnement évidemment. Et il y aura un groupe WhatsApp qui sera fait avec les étudiants du club. Et c'est moi qui suivrai tout au long de l'année, personnellement, les étudiants du club Accès Sésame. Et donc, je suis obligé de limiter le nombre de places pour pouvoir vous suivre à l'année et répondre à vos besoins, notamment toutes vos questions de raisonnement
etc. Pour les étudiants de prépa campus, je fais aussi un suivi, notamment je réponds à toutes vos questions sur les concours, je réponds à toutes vos questions sur les écoles. Donc, je prends le temps à parler avec chaque étudiant et chaque parent. Et donc, du coup, je connais tous les étudiants aussi de prépa campus. Et évidemment, si vous avez besoin de contenu, je vous donne tout le contenu dont vous avez besoin. Mais sinon, vous serez en contact avec les profs à qui vous avez cours. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le résumé de ce qu'on fait pour préparer les étudiants au concours. Et voilà, donc je pense que j'ai fait une bonne lumière déjà. Donc, ça peut être le moment de passer aux questions. Donc, si vous avez des questions sur le concours Sésame, n'hésitez pas. Si vous avez des questions d'ailleurs sur les autres formations euh, concurrentes du concours Sésame, n'hésitez pas. Et je peux aussi voilà, un peu vous éclairer sur ces différents points. Donc, vous pouvez poser vos questions dans la discussion et Tom me les donnera et je répondrai à vos questions directement. Bonjour à tous. Juste si Yoann, tu peux activer ma caméra, ce sera plus sympa. Ok, je te le fais tout de suite. Tiens, tu peux démarrer ta vidéo normalement. Ok, parfait. Ouais, bonsoir à tous. Donc je suis Tom, je suis en deuxième année du BBA de l'UM Lyon. Donc on a une première question, c'est si au niveau des coefficients pour les épreuves, tu les connais déjà pour 2024. Alors oui, je les connais, les coefficients. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque école a des coefficients qui sont différents. Donc, euh, je dirais en général, l'anglais, c'est un assez gros coefficient. Euh, Enfin, en vrai, ça varie vraiment d'une école à l'autre. Mais l'anglais, souvent, c'est un gros coefficient. La LV2, souvent, c'est un coefficient. La LVB, ils appellent ça. C'est un coefficient qui n'est pas énorme en général. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne propose pas aussi en cours. C'est que ce n'est pas un très gros coefficient et qu'en fait, il y a 10 langues. Donc, on ne propose pas des cours pour chacune des langues. Et sinon, en fait, la partie que je mets dans le raisonnement avec les mathématiques, le français et les compétences digitales, quand on additionne les trois notes, ça fait un très gros coefficient en fait. Et donc, en fait, avant, c'était regroupé. Aujourd'hui, ils les ont séparés, mais en fait, c'est cosmétique. Euh, en réalité, c'est vraiment trois petits, comment dire, trois matières, hein. Mais c'est- ensemble, c'est vraiment très fort. Et ça présente un gros coefficient. Et en fait, ça peut vraiment beaucoup varier du coup les coefs d'une école à l'autre, mais c'est téléchargeable sur le site de Sésame, les coefficients, et vous pouvez les retrouver dans le détail. Peut-être que ce que je peux faire demain, quand je vous ferai le récap de la réunion, c'est vous envoyer tout ça. Comme ça vous évitera de chercher. Il faut que je me le note, par contre. Ouais, j'ai trouvé le PDF, je vais le mettre dans le chat comme ça s'il y a des gens qui veulent aller regarder. Ok, C'est bah parfait. les stats, enfin c'est pas les stats, c'est les coefs de 2023. De Et 2023 à 2024. de 2023. Ceux de 2024, ils sont pas sortis sur Internet. Moi, je les ai trouvés, je crois. Ok. Donc, je les donnerai, il n'y a pas de problème. Et ensuite, du coup, est-ce que depuis que les maths sont obligatoires en première, est-ce que c'est toujours envisageable de faire le concours accès? C'est-à-dire, sans avoir. J'imagine en ayant arrêté les maths simplement en terminale, si j'ai bien compris la question. En fait, vous allez avoir des lacunes sur certains chapitres, mais ça se travaille. En fait, nous, quand on fait la préparation, il y a 54 heures de cours pour le concours accès. C'est moi qui les donne. Et en fait, ce que je fais, c'est que je recommence aux bases, parce qu'en fait, s'il manque des bases à des étudiants, et c'est arrivé l'année dernière, en fait. L'année dernière, j'ai remarqué, par exemple, au bout d'un certain moment, que beaucoup d'étudiants avaient des mauvaises réponses parce qu'ils avaient du mal à résoudre les équations. C'est un truc de base. On est censé l'avoir fait avant. Bah, j'ai fait un cours gratuit et j'ai repris les bases de mathématiques. On a réglé le problème. J'ai fait plusieurs cours gratuits d'ailleurs sur ça. On a réglé le problème et en fait, ça posait plus de problème à personne à la fin. Et donc, du coup, c'est ce qu'on fait enfin, quand il y a un souci sur des bases, on les reprend. Donc, ce que je vais faire cette année, c'est commencer directement par les bases. Et en fait, je vais faire la partie cours, toutes les parties cours en fait, sur les chapitres qui ne sont pas en première comme les exponentielles, les logarithmes, etc. Et on va commencer avec des exercices assez faciles et on va aller vers des exercices difficiles et même plus difficiles que la terminale pour arriver au niveau du concours. Donc ça vous demandera un petit peu plus d'efforts. Peut-être que vous participerez à 2 ou 3 cours sur les exponentielles pour être vraiment à l'aise dessus. Mais nous, en tout cas, on vous accompagnera pour vous aider à réussir à préparer le concours accès. Et on pourra même vous donner des exercices et des corrections en dehors des cours
pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, les étudiants du club Accès Sésame, ils seront directement en contact avec moi, donc ils pourront aussi m'envoyer leurs réponses en dehors des cours. Quant aux étudiants de prépa campus, ils auront accès aussi à leurs professeurs qui pourront les aider donc, en cas de questions en dehors des cours. Donc, ce n'est pas un problème. Ça marche. Et au niveau des cours et des cours collectifs et des stages, à quel moment est-ce que tu les proposes? Quelles sont les dates? Alors, pour prépa campus, en fait, vous pouvez faire des stages pendant les vacances de la Toussaint, pendant les vacances de décembre, pendant les vacances de février, et donc pendant toutes les vacances. Sachant qu'en février, il y a les 2 semaines de la zone C et il y a une semaine en plus qui est dans la zone A et dans la zone B. Donc en gros, il y a 2 semaines de la zone C, il y a 2 semaines de la zone A et il y a une seule semaine de la zone B. Et donc du coup, ça correspond à tout le monde. Pour le club Accès Sésame, les stages, c'est nécessairement la 2e semaine de décembre, c'est-à-dire des vacances de décembre, de Noël. Donc c'est du 2 janvier au 6 janvier. Et sinon, c'est aussi pendant les vacances de février, du 19 février au 23 février. Donc, c'est pendant ces 2 semaines-là en particulier. Et vous n'avez pas le choix, c'est d'être sur ces 2 semaines-là. Et sur chacune des semaines, il y aura un créneau en présentiel, un créneau à distance. En présentiel, c'est au métro République à Paris. C'est là où il y a les cours de prépa campus. Et donc, du coup, en fait, la promo de 30 étudiants, elle va être éclatée sur 4 créneaux. Un créneau en décembre, un créneau en février. Et à chaque fois, un créneau en présentiel, un créneau à distance. Donc, c'est pour ça qu'en moyenne, il y aura à peu près 8 étudiants par cours. 7-8 étudiants. Maintenant, il y aura peut-être un créneau avec 5 étudiants, un créneau avec 10 étudiants. Ça, je ne sais pas. Ce sera les étudiants qui vont choisir. Ok. Et après, je ne sais pas si tu as les chiffres en tête, mais sur l'ensemble des candidats qui postulent à Sésame et Access, est-ce que tu connais le taux d'admissibilité par école ou est-ce que tu l'enverras demain peut-être? Alors, le taux d'admissibilité par école, c'est assez dur à dire. Sur le concours Sésame, sur le concours Accès, il y a à peu près 20% des étudiants qui sont pris. Sur le concours Sésame, je n'ai pas les chiffres, pour être tout à fait honnête avec vous. Ce que je sais, c'est que l'année dernière, on a 100% de nos étudiants de la prépa qui ont eu un de leurs 3 premiers choix. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, d'ailleurs, sur le club Access Sésame, on va mettre, il y a une condition qui va être admissible ou remboursée, c'est que si vous faites la préparation et que vous postulez à minimum 5 écoles pour Sésame ou 3 écoles pour Accès, si vous n'êtes pas admissible dans l'une des écoles, on vous rembourse la totalité de la formation, c'est-à-dire les 1490 euros si vous faites juste Sésame, les 2490 si vous faites Sésame et Accès. Donc, si vous n'êtes pas admissible, la seule condition, c'est d'avoir participé, enfin, il y a plusieurs conditions, c'est d'avoir participé au stage, d'avoir participé au module d'enjeux contemporains et d'être venu au moins, d'être venu toutes les semaines à au moins une journée, un lundi, mercredi ou vendredi, sur les cours euh, hebdomadaires de raisonnement. Et si vous suivez ça, et que vous n'êtes pas pris, ben à la fin, on vous rembourse tout. En réalité, je pense qu'on n'aura pas besoin de rembourser les gens parce que c'est une formation qui est assez intensive et qui est très, comment dire, qui est très complète. Et donc, moi, je pense qu'on arrivera à avoir, tout le monde aura des écoles et sera satisfait de ses résultats. Et on avait d'ailleurs l'année dernière des résultats super satisfaisants sur Prépa Campus. Donc, ça, c'était vraiment génial. Ce truc, c'est que je ne mets pas forcément cette condition en place parce que, en fait, il y en a qui vont peut-être venir juste à la dernière minute pour faire juste les enjeux contemporains. Et donc, du coup, c'est des étudiants qui auront fait une seule matière avec nous. Alors que pour le club, bah, je sais que vous êtes tout fait avec nous, donc je peux vous garantir que ça va être bon. Et je crois que tu as quelque chose à dire aussi pour quand on vient de STMG, les probabilités d'intégrer une des écoles post-bac. Alors, pour les STMG, pour passer Sésame, il n'y a aucun problème. Pour accès, il faut vous rattraper tout le programme de maths. Donc, c'est assez difficile. Donc, si vous avez beaucoup de temps, que vous êtes un bon étudiant d'STMG, que vous êtes déterminé, c'est possible de passer le concours accès. Moi, j'ai eu des étudiants en STMG qui ont été admis à l'ISEG. Mais c'est des exceptions. Ce n'est pas la majorité des étudiants. La plupart des étudiants qui sont en STMG, moi, ce que je leur conseille, c'est de se concentrer plutôt sur le concours Sésame. Ça leur fera moins de travail. Maintenant, si vous avez un crush, si vous êtes amoureux d'une école qui n'est pas dans le concours Sésame, mais dans le concours accès, et si vous êtes prêt à vous donner les moyens, ben, on a de bonnes chances de vous amener vers les bonnes écoles du concours accès. Donc, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que ça va vous demander plus de travail pour accès. Ok. Et ensuite, quand on est admis aux deux concours, c'est quoi le processus pour postuler aux écoles? C'est seulement par Parcoursup? Alors, en fait, quand vous allez vous inscrire, alors je vais faire une conférence sur pardon, excusez-moi. Je vais faire une conférence sur Parcoursup un peu plus tard dans l'année, au moins pour les étudiants de la prépa, peut-être que je l'ouvrirai de manière publique. Mais en gros, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'au moment où vous inscrivez sur Parcoursup,
vous allez payer les mêmes frais d'inscription que vous mettiez une école ou toutes les écoles. Donc moi, mon conseil, c'est mettez toutes les écoles. C'est gratuit, ça change rien. OK? Vous allez passer les épreuves écrites, elles vont être communes à toutes les écoles. Votre dossier, c'est un seul dossier avec une seule lettre de motivation pour toutes les écoles. Ensuite, quand vous aurez vos résultats d'admissibilité pour les entretiens, ça va être école par école qu'on va vous donner les résultats. Et donc là, ça sera le moment où vous allez choisir dans quelle école vous souhaitez passer les entretiens. Si vous avez postulé à Sésame, vous n'allez pas passer 15 entretiens si vous êtes pris partout. Donc, vous allez peut-être choisir 5 écoles ou 6 écoles où vous serez intéressé pour passer les entretiens et vous allez passer les entretiens derrière et à la fin, vous choisirez l'école qui vous plaît le plus, dans laquelle vous avez été prise. Et c'est comme ça que ça va se passer. C'est pareil pour accès. Et en fait, c'est au moment des résultats de Parcoursup que vous devrez choisir votre école. Et si vous êtes en liste d'attente dans une école, vous pouvez très bien dire, je choisis cette école. Donc, par exemple, je choisis le BBA de Ketch, mais je suis en liste d'attente à l'EM Lyon et à l'ESSEC. Si je suis admis à l'EM Lyon ou à l'ESSEC, bah, je changerai mon choix. Et donc, au fil des jours, votre place dans la liste d'attente, elle va remonter. Et si elle remonte assez, bah, vous aurez la possibilité de valider votre place à l'ESSEC ou à l'EM Lyon, selon ce que vous préférez. Et donc, du coup, ça, vous pouvez vraiment le faire, il n'y a aucun problème. Mais c'est comme ça que ça va fonctionner, mais ça, c'est plus tard. Et comme on peut aussi postuler au prépa, est-ce qu'il y a quelles sont les différentes prépas? Et bah, du coup, c'est très intéressant. Si vous pouvez postuler en prépa, en fait, il y a des étudiants qui font ça. Ils se disent, voilà, moi, j'ai postulé aux écoles post-bac, aux prépa, à Dauphine. Si je suis pris dans une des meilleures prépas de France, et bah, je me motive pour aller en prépa. Si je suis pris dans une prépa moyenne, ça ne vaut pas le coup, je préfère aller dans une école post-bac parce que dans les prépas moyennes, il rentre très peu d'étudiants dans les meilleures écoles. En réalité, les meilleures écoles, les étudiants, ils viennent de quelques prépas seulement. Et donc, du coup, bah, autant sécuriser une place dans une très bonne école post-bac plutôt que de prendre le risque d'être dans une école moins bonne après avoir fait une prépa. Donc, vous pouvez faire ce choix à ce moment-là. Et vous pouvez aussi postuler à Dauphine. Ce que font les étudiants, c'est super sélectif. Si jamais vous êtes pris, et bah, peut-être vous dites, bah, je prends Dauphine. Et donc, rien ne vous empêche de faire ça. Et du coup, le top 3 des prépas, ce serait quoi? Pour avoir une idée. Bah, je ne sais pas, Henri IV, Louis le Grand et peut-être la prépa à Versailles. Ok. Ensuite, pour être admis dans une école, est-ce que c'est intéressant de passer le TOEIC? Ça ne va pas trop vous servir, sincèrement. Mais si vous passez le TOEIC, ça vous aidera pour l'anglais. Enfin, pour les épreuves d'anglais. Les épreuves d'anglais, elles se ressemblent sur Access Sésame. C'est pour ça qu'on fait un seul stage d'anglais quand on fait le programme, quand on fait Access et Sésame. Les autres épreuves, elles sont différentes, mais l'anglais, ça se ressemble, c'est le même programme. Donc, passer le TOEIC, ça va vous aider à préparer les concours, mais autant se concentrer sur les concours. Ce qui est vrai, c'est que pour l'EDEC, en l'occurrence, ça peut être intéressant d'avoir passé le TOEIC. Si vous avez vraiment une bonne note, ça va être un plus dans votre dossier. Ça, c'est pour l'EDEC qui est en dehors des concours accès et des concours Sésame. Pour les concours, ils s'en foutent un petit peu parce qu'ils vont vous évaluer en anglais. Et ensuite, donc il y a encore une question, c'est si l'IESEG est toujours sous concours Access pour 2024. Oui. Ok. Et donc encore une autre question, si tu fais une préparation pour la lettre de motivation, donc en même temps que les oraux, j'imagine. Alors, en fait, non, pour la lettre de motivation que vous devez faire sur Parcoursup, ce n'est pas un élément central de votre candidature, pour être tout à fait sincère. Par contre, c'est important de faire une lettre propre parce que c'est au moment des entretiens qu'ils vont la lire, surtout. Et en fait, ce que je fais, c'est que, comme je vous l'ai dit, pour les étudiants de la prépa, je vais faire une conférence où je vais bien tout expliquer sur Parcoursup. Je vous donnerai des exemples de lettres de motivation qui sont bien faites. Et ensuite, tous les étudiants de la prépa auront la possibilité de m'envoyer leur lettre de motivation et moi, je leur ferai un retour dessus. Donc, je ne vais pas l'écrire pour vous, mais je vous ferai des retours ou s'il y a un problème en termes de structure, en termes de vocabulaire, en termes d'idées, etc., je vous fais des retours. Comme ça, vous avez une lettre de motivation qui est bien. Et donc, du coup, en fait, ça, c'est réservé aux étudiants de la prépa et c'est complètement gratuit. Je le fais parce que je suis là pour vous aider à obtenir vos écoles. Donc, ça je le fais je le mets dedans. Et c'est moi qui le fais personnellement, d'ailleurs. Je ne le délègue pas. Et pour en revenir au test d'anglais, entre le TOEIC, le TOEFL ou d'autres tests, est-ce qu'il y en a un que tu préconises? Mhm.
Pas particulièrement. Je pense que le TOEIC est un peu plus facile que le TOEFL. Euh, Il y a l'IELTS aussi qui est bien. Mais après, ça dépend, vous visez quoi. Mais en général, en vrai, ils se substituent ces tests. Je dirais plutôt, je pense que le TOEFL est un petit peu plus long à préparer, mais que c'est un petit peu plus dur, mais ça se vaut les trois. Il n'y a vraiment pas une énorme différence en réalité en termes. Enfin, tous les trois sont reconnus de la même manière. Après, ce qui va compter, c'est votre score en fait. Et par exemple, au TOEFL, il y a des sections qui sont comme la section où vous allez devoir écrire. Et si par exemple, vous avez des problèmes de rédaction en anglais, c'est peut-être mieux de passer par le TOEIC que par le TOEFL. Voilà. C'est plutôt sur ce type de critères que ça doit être pris, que votre décision doit être prise en compte. Ok. Et ensuite, donc pour les stages de vacances, quelle est la date limite pour s'inscrire? Vous pouvez vous inscrire jusqu'à peu près 10 jours avant les stages. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais en fait, il y a des cours gratuits qui vont être organisés pour que vous voyez à quoi ressemblent nos cours. Je le précise maintenant, hein, mais mercredi, je vous donnerai le lien d'inscription demain. Donc mercredi, il y a un cours gratuit sur le concours, pour le concours accès c'est sur les diagrammes de veine. En fait, sa partie raisonnement, c'est moi qui le donne le cours gratuit. Ça ressemble au cours, ça va être exactement le même format que les cours hebdomadaires que vous pouvez prendre avec Prépa Campus ou Club Accès Sésame. Donc, il y a un cours mercredi pour accès et il y a un cours vendredi pour Sésame. C'était censé être un cours de logique numérique, donc de logique générale, mais le programme a changé. Donc, du coup, ça va être des mathématiques. Et je vous ferai un cours vraiment cours type que vous pourrez avoir lors des cours, enfin lors de votre préparation. Et ça vous servira vraiment pour les concours. Les deux cours, ça vous servira vraiment. Et ça vous aidera vraiment à gagner des points. Et je vous partagerai mes différentes techniques, ma méthodologie, etc. pour vraiment réussir à être efficace sur ce type de questions. Donc voilà, je referme cette parenthèse-là. Et donc, pour les stages, vous pouvez vous inscrire quand vous voulez, une semaine, 10 jours avant maximum, 10 jours avant peut-être maximum, avant la fermeture. Après, il faut qu'il reste des places. On a été complet l'année dernière sur le stage de février, parce qu'en fait, comme il y a pour Prépa Campus, il y a peu d'élèves en fait. Enfin, il y a peu d'élèves par prof. Et donc, du coup, en fait, on arrive à full capacité de nos profs l'année dernière sur le stage de février, alors qu'on avait quand même pas mal de profs qui travaillaient. Et pour le club Accès Sésame, là, vous n'avez pas du tout le temps d'attendre. En 8 jours, on a rempli 2 tiers des places. Donc, en fait, si vous voulez vous inscrire, il faut vous inscrire dans la semaine, voire dans les jours qui arrivent. Donc, peut-être qu'attendre le cours gratuit vendredi, ça peut être trop tard, ça peut ne pas être trop tard, mais en gros, il faudra probablement vous décider avant. Donc, si vous voulez vraiment vous inscrire au club Access Sésame et que vous ne voulez pas que ça vous passe sous le nez, entre guillemets, soit vous me contactez dès demain, soit vous pouvez faire le cours gratuit, par exemple, accès. Ça ne va pas être le même programme que pour Sésame, mais vous verrez à quoi ressemblent les cours. Et en fait, je pense que d'ici dimanche, il y aura plus de place pour Sésame. Donc, il reste 10 places pour Sésame et il reste, je crois, 12 ou 13 places pour accès. Donc, ça va être vite terminé pour voilà, cette offre qui inclut tous les cours. Et quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le test TAGE. Est-ce que tu le prépares aussi? Alors, oui, en fait, pouvez avoir, pour le concours bachelor, vous pouvez faire le tâche post-bac. Ça ne va pas être moi le prof, ça va être sous la forme de cours de stage intensif de raisonnement pour les vacances scolaires. Et on prépare aussi le tâche mage, mais ça, c'est pour les étudiants qui sont en bac plus 3, bac plus 4. Et en fait, on a un prof qui fait les cours de tâche mage. Et c'est pareil, c'est des formats avec deux élèves par prof. Et ça peut être fait de manière hebdomadaire ou en stage intensif. Mais oui, on le prépare. Ok. Et la date limite pour s'inscrire aux deux concours, est-ce que c'est simplement la fermeture de Parcoursup? Oui, Ok. Du coup, il y a une autre question qui est l'admission des écoles sur Parcoursup se fait après obtention du concours Sésame. Alors, si je ne dis pas de bêtises, oui, puisqu'une fois qu'on a passé le concours, on a le résultat en début mai, c'est ça, c'est ça. du Sauf qu'en fait, concours. tu n'obtiens pas le concours Sésame. Tu as une note au concours Sésame et après, ils vous rendent admissible aux oraux ou pas. Mais en fait, tu n'obtiens pas le concours Sésame. Tu obtiens des admissibilités, en fait, via le concours. C'est plutôt ça. Tu vois ce que je veux dire, Tom? Ouais, et du coup, c'est une fois en fonction de notre note, on est admis à différentes écoles pour les oraux. Et ensuite, on passe les oraux et en fonction de la note aux oraux, on a le résultat final de où est-ce qu'on peut aller. Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que Access c'est plus difficile que Sésame ou est-ce que c'est différent? Moi, je trouve pas que ça soit plus difficile, c'est différent. Le seul truc, c'est que sur la partie mathématique, ça demande des connaissances de mathématiques qui vont en terminale. Mais je trouve même pas que l'épreuve, elle soit vraiment plus dure. Elle est peut-être un petit peu plus technique, mais tu as plus de temps, tu vois.
Mais après, quand tu vois, quand on reprend là, les exercices là, que je vous ai montrés euh, ici là, de mathématiques, c'est pas un exercice qui est très difficile, ce que je vous ai montré. Mais vous avez 2 minutes et si vous n'avez pas la bonne méthode, ben, en fait, vous pouvez vite patauger. Et en fait, il y a plein d'exercices qui sont très différents. Et donc, du coup, c'est quand même un gros morceau. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment plus difficile, Sésame. Par exemple, sur la synthèse de documents, je trouve sur la synthèse de documents, je trouve qu'Accès est un peu plus facile que Sésame, alors que sur l'anglais, je trouve que Accès est plus dur que Sésame. C'est le même programme, mais c'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et donc voilà, ça c'est ce que j'en pense. Mais en réalité, 70% des étudiants passent les deux concours. C'est c'est plus classique de passer Access et Sésame que de faire juste Sésame ou juste Access. Ouais. Et donc, pour s'entraîner au concours, l'application, donc j'imagine qu'on parle de Sésame, je ne sais pas si on a une pour Access, mais l'application est disponible à partir de quand? Début octobre. Ok, Ça va être autour du 3 octobre. ça marche. Et donc, là, on a une dernière question qui est pourquoi choisir ta formation et qui sont tes concurrents? Moi, j'ai ma petite réponse, puisque forcément, c'est toi que j'avais choisi. Et donc, en fait, c'était tout simplement pour la qualité des cours, parce que je suis arrivé au concours prêt. J'ai pas stressé, je savais que j'allais réussir, j'ai jamais douté. Pareil pour les oraux, quel que soit l'angle d'attaque, ils me posaient la question qu'ils voulaient. Je savais y répondre comme il fallait répondre, entre guillemets, rebondir pour sortir une carte que j'avais pas encore donnée. Et puis la proximité avec toi et les profs aussi, ça faisait que j'avais une question, je la posais. Je comprenais pas quelque chose, on me l'expliquait autrement. Si je recomprenais pas, il y avait une autre manière de me faire comprendre et puis j'étais jamais sans réponse. C'est gentil. Moi, je suis bien fait de t'amener, Tom. Non, en fait, ouais, je pense qu'il faut ajouter, enfin, ce que je pourrais ajouter à ça, bah, bon, déjà, merci pour le retour, Tom. Évidemment, c'est très sympa. Et en fait, je dirais, contrairement à une autre prépa, c'est beaucoup plus familial, en fait, les grandes prépas que vous pouvez avoir. Je peux vous citer des concurrents, hein, ça peut être IPSU, Orlom, PGE, PGO. Bon, personne ne fait ça de citer ses concurrents, mais bon, en réalité, vous vous informez, c'est complètement normal. PGE, PGO, enfin voilà, ce genre de prépa-là, en fait, même Academia. Déjà, ça va pas forcément être leur spécialité, les concours Accès Sésame, contrairement à nous, où c'est là où on a le plus d'étudiants. Nous, on a 75% des étudiants, c'est pour ces concours-là. Et ensuite, ça va être des prépas qui sont, c'est des grosses machines, des grosses usines. Alors que nous, en fait, c'est une prépa beaucoup plus familiale. Donc, vous me connaissez, quand vous avez besoin d'enseignement, c'est moi que vous allez appeler. Donc, je vais être votre référent. Vous serez aussi proche de vos profs. Et aussi dans la manière un petit peu qu'on a traité nos étudiants, c'est assez différent. Par exemple, on tutoie les étudiants nous tutoient. Moi, je connais tous les étudiants de la prépa. On s'appelle en dehors des cours si besoin. On, on est vraiment à l'écoute. Et même, par exemple, quand vous allez en stage, en termes d'ambiance de travail, vous allez voir, il y a une grosse différence. Même pendant les cours gratuits, vous allez voir à distance, vous allez voir l'ambiance de travail. C'est une ambiance qui est super agréable parce que les étudiants, quand ils viennent s'entraîner, se préparer avec nous, ils ne sont pas punis. Donc, ils ont déjà eu des cours, ils ont peut-être déjà marre de leurs cours, ils sont peut-être parfois même pas hyper scolaires, bien qu'ils soient brillants. Et en fait, bah, moi, j'essaie de créer vraiment cette complicité avec les étudiants. Donc, on va vraiment être dans une ambiance agréable, on va se tutoyer, pardon. En dehors des cours, pendant les stages en présentiel, on sympathise, on parle de nos centres d'intérêt, on parle un peu de tout et de rien. Pendant les cours, on peut être amené aussi à faire des petites blagues, etc., à rigoler un peu, bien qu'on va rester dans une vraie ambiance de travail. Et après, quand vous venez faire un stage, bah, on vous accueille avec le petit déjeuner régulièrement, avec des goûters. On est là, en fait, pour être dans une bonne ambiance. Et le but, c'est que quand vous partez de votre stage, vous vous dites, ou de votre cours, vous vous dites, c'était super intéressant, j'ai appris des trucs. En fait, ça ne me saoule pas de venir. J'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de travailler. On est là pour vous donner envie de travailler. Et on peut aussi faire du cas par cas avec les étudiants, c'est-à-dire que si vous avez des difficultés sur certaines choses, étant donné qu'on va connaître nos étudiants, on va pouvoir utiliser des angles différents pour vous motiver, on va pouvoir vous aider en vous envoyant des sujets qui vont vous aider à progresser en dehors des cours, et ça, on est les seuls à le faire en fait. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment ça notre, je dirais, plus-value par rapport aux autres prépas en général, ça va être la proximité qu'on va avoir avec vous. Il y a d'autres questions? Ouais, il y a une dernière question, c'est qu'est-ce qui est attendu sur la partie orale, les oraux? Alors les oraux, ça vient après. Donc, les préparations qu'on fait aux oraux, elles sont individuelles et donc on vous explique vraiment la bonne méthodologie pour bien vous préparer. Ce qu'on veut, c'est des élèves qui connaissent bien la formation dans laquelle ils postulent.
qui ont une petite idée d'un projet professionnel qu'ils aimeraient bien avoir, enfin, qu'ils pourraient faire, qui ont en fait une idée de pourquoi ils veulent faire une école de commerce. On veut des étudiants qui sont précis dans leurs réponses, qui ont des exemples concrets, qui sont ouverts sur le monde. Euh, voilà, ce type d'étudiants-là. Et donc, en fait, il y a plein de points à développer pour être capable de répondre en fait, aux critères et aux attentes du jury. Il y a plein de choses à savoir, plein de choses sur lesquelles il faut réfléchir et sur lesquelles il faut se renseigner pour pouvoir être vraiment très performant aux oraux. Et ce qui est bien avec les oraux, c'est qu'on peut vraiment avoir 20, contrairement aux écrits. Donc, si une école, elle vous veut, elle vous met 20 et vous êtes sûr que vous de passer. Et en fait, tous les ans, on a plein d'étudiants qui ont des 20 aux entretiens, mais tout le temps. Et donc, du coup, même si vous êtes loin dans la liste des étudiants qui sont pris aux oraux, en ayant une très bonne note à votre entretien, vous allez passer devant tout le monde parce que c'est un très, très gros coefficient, entretien de motivation. Et donc derrière, il y a une question qui est quel est le taux de réussite au concours si on ne fait pas la prépa avec toi? Pour Sésame, c'est 20%. Pour accès, pardon, c'est 20%, pardon. Pour Sésame, je ne serais pas capable de le dire, mais en fait, pour Sésame, ce n'est pas difficile d'avoir une école. Ce qui est difficile, c'est d'avoir une bonne école. Je vous ai dit, il y a 15 écoles, elles ne sont pas toutes du même niveau. Donc, en fait, l'objectif, ce n'est pas d'avoir une école, ça, vous y arriverez tout seul. L'objectif, c'est d'avoir la meilleure école possible. Et, euh, et donc, ça, c'est beaucoup plus dur. Et pour accès, c'est à peu près 20%. Avec la prépa, on est enfin, je sais pas, 98%. En fait, l'année dernière, il y a un seul étudiant qui a pas eu d'école peut-être sur la quarantaine d'étudiants qu'on a préparés au concours accès. Et sinon, quasiment tous les étudiants ont eu soit l'ISEC, soit l'ESCA. Parfait. Bah, il y a pas de nouvelles questions. Ok, ouais, très Si bien. on Juste avait... peut-être, est-ce que Tom, tu veux faire peut-être un petit retour sur ton expérience, peut-être comment s'est passée ta journée de concours, euh, je sais pas ce genre Ouais, de choses. donc moi je Peut-être. m'étais préparé avec toi, j'avais commencé en stage intensif à la Toussaint. Et derrière, j'avais cours particuliers 3 fois par semaine, je crois, anglais, logique et culture. Ensuite, donc, je suis arrivé au concours, c'était à la mi-avril, c'est ça. J'avais fait que Sésame. Et donc, c'est du 8h-17h, je crois, il y a juste une heure de pause à midi. On enchaîne les matières. Je crois que c'est à peu près c'est des blocs de 3 heures. Donc, en termes de concentration, il faut être prêt, il faut être serein aussi. Il faut pas trop stresser parce que le temps, il défile. Et puis, donc ça s'était très bien passé. Derrière, j'avais fait préparation aux oraux, ce qui m'a permis donc de faire mes 6 ou 7 euros. Pareil, prêt à chaque fois. On me posait des questions, des fois on essayait de me piéger, puis j'avais toujours une technique qui me permettait de rebondir, même quand je répondais à côté de la plaque, si j'avais pas la réponse à peut-être une caractéristique de l'école ou quoi, j'arrivais à me rattraper avec un autre argument. Et puis finalement, j'ai eu mon top 3. Non, j'ai pas eu la première école. J'ai eu toutes mes écoles à partir de la position 2. Et ça m'allait très bien. Donc au final, j'étais super content. Ouais. Et peut-être tu peux nous raconter une journée genre à l'EM Lyon, comment ça se passe en général, c'est quoi ton quotidien à l'EM Lyon? Bah, du coup, l'école à l'EM Lyon, moi je suis sur le campus d'Écully, donc c'est à côté de Lyon. Donc la plupart des étudiants, ils habitent dans la ville. Donc, ce qui fait que le matin, on y va en métro, bus, il y en a plus de 40 minutes. Et puis, les cours, en général, c'est soit une demi-journée. Généralement, c'est ça. Et après, il y a quand même pas mal de travail perso. Quand je dis pas mal, c'est par rapport au lycée. C'est-à-dire que tous les jours, on va dire qu'il y a 1 heure et demie ou 2 heures de boulot. Et après, dans les périodes de rush, selon les matières, ça peut arriver de faire des grosses journées entre les cours et le travail perso, de se faire 8 heures, 19 heures. Ça, c'est possible. Mais c'est rare. Ok, top. J'ai vu, il y a d'autres questions qui ont été posées. On va finir sur les questions qui ont été posées. Sur l'offre Club Access Sésame, on demandait il y a combien de stages, il y a quoi dedans. En fait, quand vous faites la préparation Sésame avec le club, vous avez un stage d'anglais, un stage d'analyse documentaire Sésame, vous avez les enjeux contemporains et le raisonnement en cours hebdomadaire. Si vous faites Access et Sésame, vous pouvez rajouter un stage de synthèse Sésame et vous pouvez rajouter les cours hebdomadaires de raisonnement logique et mathématique Access. Donc, vous avez vraiment tout. Et c'est une formule, normalement, vous faites juste ça et vous êtes prêt de chez prêt et vous avez les meilleures écoles derrière.
D'où le fait qu'on vous dise que vous êtes admis ou remboursé pour les 5 écoles ou les 3 écoles. Donc, est-ce que vous pouvez faire ça? Et si vous faites que accès, vous avez l'anglais, l'analyse documentaire d'accès, les enjeux contemporains qui vous serviront pour l'ESCA et pour l'IESEG, mais qui ne sont pas aux écrits, mais au moment des oraux, et le raisonnement logique et mathématique d'accès. C'est tout. Et j'ai vu, il y avait une autre question. Quel est le pourcentage d'étudiants qui viennent en post-bac dans les écoles de commerce classiques? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Quel est le pourcentage d'élèves post-bac en première année en école de commerce classique? Alors, en fait, les étudiants, quand ils rentrent en école de commerce par la post-bac, bah, tous les étudiants sont en post-bac. Et si, par exemple, la question, c'est par exemple, quand on vient de l'EM Normandie, par exemple, on peut rentrer post-prépa ou post-bac, par exemple. Ou l'IESEC, c'est pareil. En fait, quand vous rentrez en post-prépa à l'IESEC, vous rentrez en troisième année, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je ne dis pas de bêtises d'ailleurs. Et donc, du coup, ensuite, ça va venir garnir l'école. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi exactement le pourcentage parce que j'en sais rien. Ça change d'une école sur l'autre. J'aurais tendance à vous dire c'est peut-être un 50%, mais j'en sais rien. Je ne suis pas vraiment sûr. Donc, je n'ai pas envie de trop m'avancer. Et ça va être à peu près pareil pour le même Normandie. OK? Ok, Je pense nickel. qu'on peut On a s'arrêter toutes les là questions. peut-être. Ah, pardon, merci Tom. Ouais, c'est bon? C'est bon. Ok, bah, je vous remercie tous d'avoir participé à cette réunion. Si vous souhaitez me contacter pour des inscriptions, je vous demanderai vous pouvez m'envoyer un message dès ce soir hein, si vous le souhaitez, mais on se rappellera demain si vous êtes d'accord. Et ceux qui souhaitent s'inscrire au club, le nombre de places est limité. Donc, je rappellerai dans l'ordre des messages que je reçois les gens au fur et à mesure. Et voilà, la réunion, elle est enregistrée. Je vous enverrai l'enregistrement, je vous envoie les slides, je vous envoie les coefficients demain, il faut que je le note pour les écoles. Et bah, si vous avez vraiment encore d'autres questions, vous pouvez m'appeler. Il y a mon numéro, je vous donnerai mon numéro demain sur le mail. De toute façon, il y a mon numéro, je pense, sur ma signature des mails que je vous ai envoyés précédemment. Donc voilà, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone, il n'y a pas de souci. Bah, merci à tous hein, pour tout. Ça fait plaisir. Ok, bah, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Je vais rester là quelques secondes le temps que je me parte. Et merci à toi, Tom, d'ailleurs, Avec plaisir. d'être venu. C'est cool.